Voilà un an paraissait le premier épisode de ce podcast. Intitulé Prologue, cartographie de l'absence, il annonçait un projet simple. Aller sonder les tréfonds de l'iceberg de la littérature du XXe siècle pour lui arracher ses reliques les plus rouillées, les plus originales et pourquoi pas les plus maléfiques. S'en sont suivis 20 épisodes, plus un hors-série, qui à chaque fois ont réveillé le souvenir d'un écrivain que je crois capital pour le XXe siècle francophone, soit pour l'ensemble de son œuvre, comme le dernier en date, Charles Ferdinand Ramus, soit pour un livre bien précis comme La Ghana de Fred II. Dans ce prologue, j'évoquais donc l'iceberg. L'image est claire. À l'abri des vagues, sous le soleil figé des lettres, se sont momifiés les auteurs inamovibles ou presque. Ces auteurs dont on continue inlassablement de présenter les œuvres, sans rien apporter de nouveau. Sous la ligne de flottaison, en revanche, prisonniers glacés de la mémoire, attendent des auteurs dont l'heure de la résurrection devra bien venir un jour. Des éditeurs y ont, et y travaillent. Souhaitons qu'ils continuent car un nombre important des livres étudiés sont difficilement trouvables, ou parfois très chers. Faisais-je un vœu en créant cette émission ? Nul ne le sait. Pas même moi. Bien sûr, cartographier le vide, c'est sans doute parler au néon. A-t-il des oreilles ? A-t-il une âme ? Vaste question auxquelles il est difficile d'apporter des réponses. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vous propose ni renaissance, ni essai, ni étude, ni critique, ni récitation, mais une simple immersion. Une immersion étage par étage sur les façades pelées de l'iceberg de la littérature française du XXe siècle, et plus précisément des années 20 aux années 70. Nous irons donc des noms qui nous brûlent la rétine, jusqu'aux noms que nous n'avons jamais lus, que nous ne savons pas même prononcer, cercle après cercle, ainsi qu'un voyageur bien connu et guidé par un poète illustre. Finirons-nous dans le dernier soubassement de l'enfer, dans les limbes, ou dans un étrange purgatoire ? Avant de commencer, il faut noter un ou deux éléments méthodologiques. Cette série comportera 4 épisodes. 2 maintenant, pour présenter une sorte d'iceberg objectif, et 2 autres, dans quelques mois, pour le réorganiser, étage par étage, selon mes convictions subjectives. L'iceberg en lui-même comporte 8 niveaux, le premier étant bien évidemment l'étage des dieux, et le 8e, le plus profond, celui des pestiférés. La plongée que nous allons faire pour les 2 premiers épisodes le sera donc de la manière la plus objective possible, c'est-à-dire ainsi que nous pouvons tous percevoir la postérité de chaque romancier cité. Il se peut au hasard que Roger Nimier, que je place au 4e étage, soit pour l'un ou l'autre de ses lecteurs, au 3e ou au 5e. Mais peu importe, tout ceci n'est que broutilles puisque pour l'heure cette hiérarchie est faite sans tenir compte des qualités littéraires de chacun. Elle est en somme une froide classification et me voilà lépidoptériste fanatique. Aujourd'hui, nous verrons donc les 4 premiers niveaux de l'iceberg objectif. La semaine prochaine, nous verrons les 4 derniers niveaux. À chaque fois, j'aurai un mot rapide pour les auteurs, mais en me prémunissant bien de donner mes convictions, ce qui n'est d'ailleurs pas si facile. L'intérêt n'est certes pas démesuré, mais il le deviendra déjà pour les auteurs moins connus, et surtout pour la dernière partie des vidéos. En effet, mes convictions détaillées, expliquant les œuvres, leur intérêt, leurs innovations, je les donnerai dans quelques mois dans les épisodes 3 et 4 de cet interlude, quand j'aurai fini de réorganiser l'iceberg selon mes goûts. Réorganiser ? Oui,
remettre de l'ordre, balayer, nettoyer, réactualiser à l'aune de nouvelles connaissances. En effet, quel aurait été le but de cet inventaire si je devais m'arrêter à une frisquette classification ? Aucun. C'est pour cela que surgiront dans quelques mois la 3e et 4e partie de cet interlude, présentant chaque étage de l'iceberg selon l'importance que je donne à chaque œuvre. Plongeant au hasard Marguerite Duras, du 1er au 7e cercle, pour le remplacer par Pierre Molène par exemple. Ainsi, nous pourrions commencer à discuter de l'intérêt de cette entreprise. Et peut-être que nos héros prendraient l'eau et nos rebuts le grand air. Dernière chose enfin, il existe sur la page YouTube et sur le compte Instagram d'Oublieuse Postérité un visuel des étages pour mieux se repérer. Allez, il ne reste plus qu'à se mouiller. Oublieuse Postérité. Interlude, partie 1. L'iceberg de la littérature. Au premier étage de cet iceberg, nous retrouvons donc les soleils éternels de notre littérature. Ceux qui sont appelés à l'immobilité malgré les saisons et les ouragans. Ils ont gagné leur place de bien diverses façons, de la plus noble sans doute à la moins avouable, mais je ne peux rien dire, me refusant pour l'heure à tout commentaire personnel. Et ils sont de diverses époques, il faut aussi le souligner. Le plus vieux est né en 1871, et le plus jeune en 1920. Un demi-siècle d'écart, et pourtant un même promontoire d'où contempler les littérateurs qui luttent pour leur survie. Bien sûr, à l'intérieur de chaque catégorie, les romanciers sont annoncés dans un ordre aléatoire. Classement, d'accord. Compétition, pas encore. Commençons donc par les 16 romanciers que j'ai placés au premier niveau. Il y a donc parmi eux André Gide, Marcel Proust, le plus vieux, Louis Aragon, Marcel Pagnol, Albert Camus, Céline, Raymond Queneau, Marguerite Duras, François Mauriac, Jean-Paul Sartre, André Malraux, Boris Vian, le plus jeune, Romain Gary, Colette, Simone de Beauvoir et Antoine de Saint-Exupéry. Sans doute, à la marge, peut-on évoquer le bien fondé d'un choix ou d'un autre ? Par exemple Queneau, Pagnol et Vian, qui s'effacent parfois un petit peu. Mais encore une fois, tout ceci n'est pas encore sérieux. Il y a peu de différence en somme entre les étoiles du premier étage et celles du second. Brillent-elles d'ailleurs vraiment moins ? Rien n'est moins sûr. C'est difficile à dire. Pourtant, il semble que leur parole est moins d'évangile, plus contestable. Pourquoi pas, à la marge, réévaluable. Il y a la tentation des profondeurs, bien sûr, l'attrait du vide, mais aussi celle des hauteurs. Ainsi, aurais-je peut-être pu placer un ou deux noms au premier étage. N'hésitez d'ailleurs pas à mener querelle en commentaire si vous le souhaitez. Voici donc les 16 auteurs retenus pour le second étage. Et parmi eux, Julien Gracq, Jean Giono, Paul Valéry, Joseph Kessel, Georges Bernanos, Michel Tournier, Françoise Sagan, Georges Perec, Samuel Beckett, Albert Cohen, Paul Claudel, Jean Giraudoux, Marguerite Yourcenar, Blaise Cendrars, Jean Cocteau et enfin Antonin Artaud. Avec le troisième étage, commencent de brèves descriptions pour chaque auteur. Les noms sont encore clairs, connus, mais peut-être, parfois, peut-on manquer d'informations à propos de l'un d'eux. Voici pourquoi je me propose d'évoquer, peut-être malhabilement, leur existence et leur œuvre quelques secondes
rien que pour le plaisir de la connaissance et parfois de l'anecdote. Et ce sont, cette fois-ci, 24 auteurs que j'ai retenus pour ce niveau. Commençons avec Philippe Soupeau, né en 1897, mort en 1990, qui fut le troisième mousquetaire du surréalisme, avec André Breton et Aragon, le seul qui avait un peu d'humour d'ailleurs, et celui qui a su quitter le moment venu ceux qui se transformaient en secte et en police. C'est un auteur assez pessimiste, inquiet, existentialiste avant l'heure, et c'est l'auteur en 1922 d'un texte très peu connu, et pour cause, il n'a été publié qu'à 30 exemplaires, imprimé à 30 exemplaires, titré « L'invitation au suicide », et après quelque temps, Philippe Soupeau décida de tous les détruire, sauf un, qui serait dans le cercueil d'une femme qu'il aima à cette époque. Vient ensuite Jean Anouilh, 1910-1987. Dramaturge plus que romancier, l'un des seuls d'ailleurs que j'ai placé dans ce constat. Et son nom est assez marquant aussi, il fallait le mettre, je pense. À propos de son œuvre, rien de spécial à dire, sinon qu'il fut victime de diverses compréhensions de ses textes, et surtout d'Antigone, pendant la Seconde Guerre mondiale, texte qui pour certains était une apologie de la collaboration, et pour d'autres, une apologie de la résistance. Notons par ailleurs qu'il s'opposa à l'épuration et signa pour sauver Robert Brasillac, qu'on évoquera un petit peu plus tard. Vient Georges Bataille, 1897-1962, auteur culte pour certains, sans doute plus performant dans l'analyse que dans la création romanesque. Une partie de son œuvre est marquée par l'érotisme. Il a aussi créé la revue Document, et notamment la revue Acéphale, avec Pierre Klossowski, qui est un autre écrivain tenté par la tension érotique, et qui est aussi le frère du peintre Balthus. Alexandre Vialat, 1901-1971, celui par qui Kafka est arrivé en France, traducteur du génie, fils spirituel d'Henri Pourrat, l'auteur du fabuleux Gaspard des Montagnes, cette épopée régionale digne des Misérables ou de l'Odyssée. Et Vialat fut un auteur à la fois prolifique et taiseux, parce que beaucoup de ses textes ne parurent que de manière posthume. Faut noter quand même Le Fidèle Berger, son roman anthume le moins connu, qui mérite, comme le reste de son œuvre, le détour. À suivre Louis Guillou, 1899-1980, le natif de Saint-Brieuc, l'ami de Jean Grenier, le fameux professeur d'Albert Camus qui lui remit la douleur d'André de Richaud pendant qu'il soignait sa tuberculose, ce qui permit à Camus de découvrir la littérature intime et la littérature de la pauvreté. Beaucoup de romans magnifiques pour Louis Guillou, mais un plus connu que les autres, Le Sang Noir, publié en 1935, qui raconte une journée médiocre de province en 1917, avec un des personnages les plus forts, sinon le plus fort, de la littérature française de ce siècle, cri pur, contraction de critique de la raison pure, professeur de philosophie de son état, trop intelligent et persécuté pour être heureux. Ensuite Michel Leiris, 1901-1990, ethnologue, mais aussi écrivain, connu pour L'Âge d'homme, le fameux récit autobiographique qui se veut radioscopie plus que travestissement, avec son ton froid, clinique. Mais c'est surtout La règle du jeu, en 4 tomes, qui est le sommet de son œuvre, qui est un journal où il s'interroge toujours lui-même et tente de comprendre l'acte d'écriture, l'acte de création. C'est une sorte d'ethnologie de l'inconscient en somme. Autour de Nathalie Sarraute, 1900-1999, immigrée russe, membre de l'écurie des éditions de Minuit, la fameuse écurie, et donc assimilée à une auteure du nouveau roman, notamment avec la parution d'un recueil d'essais, L'ère du soupçon, qui tente d'en finir avec les conventions du roman traditionnel pour renouveler le genre, dans le sillage de James Joyce par exemple. Valérie Larbaud, 1881-1957, avec lui évidemment c'est Fermina Marquez,
qui est d'ailleurs peut-être l'un des seuls romans en avance sur ma période 1920-1970, car roman publié en 1911. Roman de l'enfance, roman du désir adolescent, désir d'autrui, désir aussi des antipodes, très proche d'une certaine manière de Battling le ténébreux de Vialat. C'est à la fois vibrant et nostalgique. Michel Butor, 1926-2016, autre auteur des éditions de Minuit, auteur du fameux La Modification, roman dans lequel la narration est intégralement faite à la deuxième personne du pluriel, vous. Mais auteur aussi de L'Emploi du temps, un roman d'enquête d'une très forte complexité. Il a par ailleurs beaucoup étudié la littérature. C'est un auteur avec un large spectre, et c'est un auteur que j'aurais pu rencontrer avant qu'il ne décède, grâce à mon professeur de philosophie en terminale, mais sans doute timide, impressionné, j'ai refusé. Maurice Genevoix, 1890-1980, rien d'expérimental ou presque chez lui. On le connaît pour Ceux de 14, un recueil de textes de guerre tirés de sa propre expérience. À noter que Jean Norton Crue, qui fut le plus grand analyste des textes de la Première Guerre mondiale, le considère comme l'un des meilleurs témoins du front. À noter aussi un autre roman, Rabolio, prix Goncourt 1925, dans une tonalité qui n'a rien à voir, lyrique. Jules Romain, 1885-1972, le père de Knock, le fameux médecin qu'on rêverait bien sûr tous d'avoir, le père aussi de l'unanimisme, concept qui tente d'appréhender l'homme et son âme dans toute la complexité de la vie en société, l'un des frères du groupe de l'abbaye, cette utopie qui voulait vivre ainsi qu'un phalanstère, et bien entendu auteur des Hommes de bonne volonté, un cycle romanesque composé de beaucoup de romans, je m'en souviens plus exactement de combien, et aussi à l'origine du roman des 12, écrit en 12 chapitres, par 12 romanciers différents, sans que l'on sache qui a écrit quel chapitre. Et vous trouverez un épisode du podcast en ligne à propos de ce roman. Vient ensuite Maurice Blanchot, 1907-2003. Maurice Blanchot, le grand mutique. L'idole de toute une partie des intellectuels de la deuxième moitié du XXe siècle, bien plus essayiste que romancier, idole qui n'échappe pas à des remises en cause de son œuvre, après avoir lui-même remis en cause les fondements de l'écriture. On retourne à la guerre avec Roland d'Orgelès, 1885-1973, l'auteur des Croix de bois en 1919, probablement l'un des ouvrages de référence de l'expérience du front par un romancier. Il manque le Goncourt cette année-là, bien entendu, Goncourt qui fut donné à Marcel Proust. 1911-1996, c'est Hervé Bazin, le père de Folcoche, ou plutôt le fils de Folcoche, cette mère infâme dont il raconte l'existence ainsi que la sienne, infâme aussi par ricochet, dans le roman Vipère au poing, paru en 1948, dont d'ailleurs il faut saluer la beauté logique du titre. À noter qu'il est un écrivain tardif, puisque Vipère au poing est sa première publication, et qu'il a déjà 37 ans à ce moment-là. Il est, par contre, culte. Autour de Michel del Castillo, 1933-2000, on ne sait pas combien. Et oui, un écrivain vivant. Un écrivain vivant au 3e étage. Mais une carrière qui commença bientôt en 1957, par Tanguy. Autre livre de l'enfance, pendant la Seconde Guerre mondiale. Récit violent, traumatique, comme le sera d'ailleurs La guitare, qui évoque la vie d'un infirme d'une laideur inouïe, qui se rattache à la vie grâce à une guitare, malheureusement guère pour très longtemps. Georges Duhamel, 1884-1966, le médecin inquiet, l'auteur des Confessions de minuit, l'un des pionniers en France de l'écriture du vide existentiel au lendemain de la guerre mondiale. Et c'est lui le fondateur, avec Charles Vildrac, le poète, de l'abbaye de Créteil, qu'on a déjà évoqué.
Il est aussi le père de la Chronique des Pasquiers, un autre cycle naturaliste, comme celui de Jules Remin ou celui de Martin Dugard. Julien Green, 1900-1998, le plus américain des écrivains français, écrivain très sombre, auteur par exemple d'Adrienne Mesurat en 1927 ou de Léviathan en 1929, dans lequel des tragédies sont à l'œuvre parce qu'un mal intérieur ronge et ne peut s'éteindre, sorte de braise éternelle. Il est aussi l'auteur d'un journal immense d'une 20aine de tomes où les thèmes de l'homosexualité ainsi que de la foi reviennent sans cesse puisqu'ils sont les deux piliers de son existence. Autour du prix Nobel 1985, le moins connu de tous, Claude Simon, 1913-2005, autre écrivain de l'écurie Minuit, entouré de Rob Grillet, Butor, Sarraute, Beckett, auteur assimilé donc au nouveau roman, auteur dont les romans sont d'ailleurs assez difficiles d'accès. À noter qu'il fut aussi auteur d'une petite querelle politique à propos d'essais nucléaires français, querelle qu'il a menée avec Kenza Buroe, un autre prix Nobel de littérature japonais. Pierre Drieux-La Rochelle, 1893-1945. Il commence avec le surréalisme et Aragon. Il devient le modèle inavoué d'Aurélien, le personnage du même nom que le roman publié par Aragon en 1944. Et à son tour, Drieux devient connu pour un autre prénom, Gilles, publié en 1939, dans lequel, bien entendu, Aragon, travesti, se promène aussi. Il devient directeur de la NRF après un grand ménage fait par les nazis. Il collabore, et pourtant, il fait, en partie, libérer beaucoup d'écrivains prisonniers. Il participe au voyage au congrès de Weimar, il tente plusieurs fois de se suicider, et y parvient finalement. Alain Robbe-Grillet, 1922-2008. Le chef de file symbolique des nouveaux romanciers, le prince de l'écurie Minuit. Auteur de romans assez fortement expérimentaux, dont Les Gommes en 1953, qui inaugure ce travail et qui est une sorte d'enquête qui mène à une révélation assez intrigante. Il est aussi l'auteur de textes théoriques et bientôt de textes érotiques, ainsi que de films. 1902-1967, c'est Marcel Aimé, le conteur le plus connu de France, avec les contes du Chat Perché, avec le Passe-Muraille. Célèbre très tôt, avec des romans, d'abord positionné à gauche, puis à droite. C'est surtout un inclassable qui dresse le tableau des excès de chaque camp, notamment dans le roman Uranus, roman caustique et d'une certaine manière tragique. Lui aussi a signé pour la grâce de Robert Brasillach. Raymond Radiguet, 1903-1923. Le petit prodige des lettres françaises. Mondial. Cosmique. Ou tout simplement le petit prodige de Cocteau et de Grasset. De romans car il mourut trop jeune, et il est à l'origine de la plus grande campagne de pub pour un roman et un auteur jamais faite, en misant sur son âge, en mentant même d'ailleurs à propos de son âge, et évidemment son talent précoce. Henri Calais, 1904-1956. Le promeneur nostalgique, l'arpenteur désabusé. À la fois auteur et petite frappe, journaliste et planqué. Il a écrit une œuvre cohérente, dont la simplicité humble du ton est reconnaissable entre toutes. Un peu oublié d'abord, il est revenu sur le devant de la scène grâce à un fort travail éditorial et universitaire, et il y a encore à dire à propos de son œuvre. Enfin, dernier mais non le moindre, 1910-1986, Jean Genet. Le taulard écrivain le plus connu de France. Celui qui a écrit une œuvre violemment parcourue par la tension sexuelle. Il s'engage dans la Légion, déserte, visite des prisons, et écrit une œuvre finalement encore choquante. Choquante parce que très audacieuse
est somme toute assez unique. Et c'est aussi par lui qu'arriva la Beat Generation. J'en termine donc avec le 3e étage, et l'on commence déjà à voir des œuvres très diverses se construire. Mais attention, ce n'est rien en comparaison de ce que nous allons commencer à trouver. Au 4e et dernier étage de cet épisode, nous commençons à évoquer des patronymes plus rares, qui sont encore d'actualité, que l'on connaît pour diverses raisons, mais qui ne sont pas condamnés à rester éternellement dans les manuels des siècles à venir. 6 siècles à venir il y a, 6 manuels d'histoire et de savoir nous continuons à produire. Ces romanciers viennent d'horizons très variés, et l'influence de la Deuxième Guerre mondiale commence à devenir très sérieuse. J'ai à nouveau retenu 24 auteurs pour cet étage. Et commençons par Marcel Arlan, 1899-1986, de la génération du siècle, le fameux directeur de la Nouvelle Revue Française après la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de Jean Paulhan, prix Goncourt 1929 pour l'ordre. Il fut surtout un grand défricheur et un grand rédacteur d'articles. Paul Nizan, 1905-1940, génie, puis paria. Chouchou du PCF, puis traître au parti. Décapité par Aragon. Le courageux Aragon. Ressuscité par Sartre. Ressuscité ensuite par le PCF. Il est l'auteur d'Aden Arabi et de son Incipit. J'avais 20 ans, et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Mort en 1940, à 35 ans, non loin de Dunkerque, pendant l'offensive allemande. Joe Bousquet, 1897-1950, le poète immobile. Immobile depuis la fin de la Première Guerre mondiale, où une balle le paralyse pour le reste de sa vie. Il mène pourtant une vie très active depuis sa chambre, partagée entre littérature et drogue. Il a fondu la revue Chantier en 1928, avant de participer peu ou prou à toutes les revues qui suivront. Jean Cau, 1925-1993, auteur plutôt prolifique, qui fut secrétaire de Sartre pendant une dizaine d'années, avant de trahir sa propre écurie, c'est-à-dire avant de trahir la gauche, pour partir aux antipodes, à droite, se révoltant contre l'hypocrisie de l'intelligentsia, et on lui doit un texte magnifique, intitulé « Le meurtre d'un enfant », un texte vraiment d'une beauté incroyable. Roger Nimier, 1925 aussi, 1962, le fameux monstre de précocité, le condisciple de Michel Tournier en classe, à l'instar de Jean Cau, révolté aussi contre le roman national de la Résistance. Il a produit plusieurs romans, dont Le Hussard bleu et son Incipit fabuleux. Mort jeune, dans un accident de voiture, avec son Thierry de Larcon, chef de file symbolique des hussards. Robert Brasillac, 1909-1945. Lui aussi précoce dans la création et précoce dans la disparition. Fusillé pour intelligence avec l'ennemi. Collaboration. Fusillé malgré les appels d'à peu près tout le monde littéraire. Il est l'auteur, c'est peu connu, d'un roman collaboratif avec Thierry Molnier, Roger Vaillant, mais aussi Paul Gaden. Paul Gaden qui évoque d'ailleurs Brasillac dans son roman La plage de Scheveningen. Raymond Guérin, 1905-1955. Un romancier protéiforme, mais plus à l'aise dans la défaite, dans le sale, dans le dur. Il est mort de ne pas avoir eu de succès. Plus précisément, mort que l'on n'aille pas assez cru en lui. Il a notamment écrit Les Poulpes, un immense roman, pendant son emprisonnement dans un camp de prisonniers en Allemagne. Jean Paulhan, 1804-1968.
Il entre à la NRF au sortir de la guerre, devient vite le directeur de la revue et résiste de différentes manières, notamment aux censeurs, à Aragon par exemple, qui voulait maintenir les flammes des autodafés nazis en brûlant tous les livres publiés avant la guerre par ceux qui décidèrent ensuite de collaborer. Il n'est pas un très bon romancier, mais c'est le meilleur défricheur de France. Peut-être avec Maurice Nadeau. Luc Dietrich, 1913-1944. Il rencontre d'abord Lonza del Vasto, sorte de pacifiste laïque, puis Georges Gurdjieff, sorte de mystique occulte. Sous l'influence du premier, il écrit Le bonheur des tristes, et avec le second, L'apprentissage de la ville. C'est malheureusement une œuvre courte et pathétique, comme la vie de Dietrich. Eugène Daby, 1898-1936. Le fameux mort à Sébastopol. Le mort qui a tant marqué André Gide, qui était l'initiateur de ce voyage désenchanté en URSS, parti avec Louis Guillou par exemple, ou encore Jacques Chiffrine, le fondateur de la collection de la Pléiade. L'Hôtel du Nord est son roman le plus connu, notamment en raison de son adaptation cinématographique. 1910-2005. Jean Quérol, un des écrivains bordelais, un déporté et un survivant. Il est l'auteur d'une œuvre dite lazaréenne, à cause de son expérience du retour des camps bien entendu. À noter qu'il a aussi écrit le scénario de Nuit et brouillard. Maurice Sachs, 1906-1945. Un inconstant, insatisfait, juif converti au catholicisme en fréquentant l'intelligentsia chrétienne de son époque, et surtout le couple maritain. Il fuit aux États-Unis et se convertit une nouvelle fois. Se marie à une femme alors qu'il est homosexuel. Au début de la guerre, il lutte contre l'Allemagne, puis il se décide à collaborer et finit quand même par mourir dans un camp. 1910-1995, c'est Jean Meckert, auteur de livres sans genre dans un premier temps, les fameux livres de littérature blanche, puis de romans noirs par la suite. Il a une œuvre abondante, sous divers pseudonymes, et la première partie de son œuvre est rééditée depuis quelques années par les éditions Joël Losfeld. Ses romans sont donc très faciles à trouver. 1928-1994, Louis Calafert, un des fameux écrivains de l'enfance, de la pauvreté, de la violence, à l'instar de Fred II, de Luc Dietrich que nous avons évoqué, ou encore Julien Blanc que nous évoquerons la prochaine fois. Puis auteur à scandale, quelques années plus tard, avec Septentrion. Livre dont, il faut le noter, la vente sera interdite en librairie. Marcel Jouandeau, 1888-1979, écrivain prolifique, vif, acide, écrivain qui évoque aussi bien la vie de la campagne que les tourments de la grâce et du péché. Homosexuel qui vécut toute sa vie avec une femme qui dénonça d'ailleurs Jean Paulhan à la Gestapo, apparemment le croyant juif. Il fut l'amant de Michel Léris pendant un temps. Il participa au congrès de Weimar en 1941, qu'on a déjà évoqué avec Drieux, Brasillac et d'autres. Il écrira des textes antisémites, mais finalement s'en sort sans trop de heurts pendant l'épuration. À noter qu'il déteste Maurice Sachs. Jean Ray, 1887-1964, le maître du fantastique belge. Lui qui flirte parfois avec l'horreur, l'indicible. Écrivain très fécond, qui a écrit des milliers de nouvelles sous des dizaines de pseudonymes. Je ne sais même pas si l'on a tout identifié de lui. Il a souvent été adapté au cinéma, mais il a été en revanche très avare d'explications quant à toute l'origine des horreurs qu'il évoque dans ses romans et ses nouvelles. Charles Ferdinand Ramu, 1878-1947. Je lui ai consacré le dernier podcast en date. C'est un écrivain évidemment très important,
parce qu'il a réussi à créer une langue parfaitement à l'image de ce qu'il souhaitait, une langue de paysans, une langue de gens simples. Il a énormément inspiré Céline pour son écriture, et il est aussi l'auteur d'une œuvre cohérente, parce qu'une œuvre qui annonce, en somme, rien de moins que l'apocalypse. Jean-René Huguenin, 1936-1962. Un astéroïde de la littérature. Surtout connu pour un roman écrit plutôt jeune, qui a donc les qualités et les défauts des romans de jeunesse, mais aussi les qualités et les défauts d'un roman de bourgeois. À noter sa participation à la revue Telle Quelle, de Philippe Solers, et de Jean Edernalier, son meilleur ami. Comme Camus, comme Nimier, il meurt dans un accident de voiture. 1895-1972 vient Henri de Monterland. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théâtre dans son œuvre, mais il y a aussi du roman, et il y a aussi l'attrait du classique, l'attrait de l'antique, du chevaleresque. Il eut une position qui fut jugée trouble pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre refus de l'antisémitisme, de la collaboration directe, mais diverses participations à des journaux fascistes. Il finira par se suicider. Roger Martin du Gard, 1881-1958, un autre prix Nobel français, prix Nobel 1937. Il est évidemment connu pour un cycle romanesque de 8 romans, Les Thibauts, qui raconte l'existence de 2 familles de la Belle Époque jusqu'à la Première Guerre mondiale. On est encore bien entendu dans le roman naturaliste, dans la saga, on lorgne du côté du 19e siècle. À noter qu'il fut un des 18 auteurs à rentrer de son vivant dans la Pléiade. Emmanuel Bove, 1898-1945, l'écrivain kafkaïen par excellence, incertain, inquiet, une bibliographie plutôt longue qui a vite sombré dans le néant. Avant que les années 90 et les rééditions ne le remettent sur le devant de la scène. Comme Soupeau, il a profité de la bienveillance de Colette pour se faire publier et obtenir un nom dès le début de sa carrière. 1888-1976, c'est au tour de Paul Morand. Paul Morand, quand même, qui fut un des écrivains les plus importants, les plus prometteurs des lendemains de la Première Guerre mondiale. Son style et son ton, novateur, font mouche. Il a été élève un moment de Jean Giraudoux. Il s'est exilé en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un antisémite notoire qui n'a jamais été véritablement inquiété. Il a continué longtemps à écrire et est devenu au fil du temps un modèle pour le groupe des Hussards. D'ailleurs, comme son ami Jacques Chardon. 1925-2016, voilà Maurice Pons, édité chez Julliard, comme beaucoup d'excellents écrivains tombés en désuétude. Julliard, René, commerçant hors pair et découvreur de talent, aidé de Maurice Nadeau, qui travailla un temps pour lui et avec lui. Maurice Pons est l'auteur d'un roman tenu pour culte, Les Saisons, qui raconte l'errance dans un village pluvieux d'un écrivain qui en viendra peu à peu à se laisser dominer par ce village. Et enfin, pour terminer, 1903-1972, Lucien Rebattet, un des intouchables de la Seconde Guerre mondiale, qui reste du côté des honnis plutôt que des partiellement absous. Connu pour des œuvres aux antipodes les unes des autres. Les Décombres en 1942, Pamphlet contre tout. Les Deux étendards en 1951, considéré par beaucoup comme l'un des plus grands romans du siècle en France. Et enfin, Une histoire de la musique, publiée en 1969. Ainsi s'achève la première partie des 4 épisodes qui constitueront l'iceberg de la littérature française du XXe siècle. Peu d'informations capitales pour l'heure, mais elles viendront vite. Aussi, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des noms, sachant que j'ai volontairement ignoré les poètes et les dramaturges, sachant aussi
qu'il reste encore 4 niveaux dans l'iceberg. Allez, à la semaine prochaine pour la seconde partie et l'arrivée de tous ces romanciers méconnus.